Et donc on va passer à la troisième présentation. Donc comme vous l'avez bien compris, tous ces mécanismes concernent l'être humain et notre santé, mais évidemment ça ne concerne pas uniquement l'être humain, puisqu'on trouve de l'ADN dans tous les organismes vivants. Et ça peut avoir, ces mécanismes épigénétiques, des fonctions dans la nature qu'on n'imagine pas forcément. Et notre troisième intervenant, Cédric Allot, chargé de recherche en biologie et protection de l'abeille, va justement nous parler du rôle de l'épigénétique chez cet insecte. Merci pour l'introduction. Merci aussi de m'avoir invité à ce détour des sciences. Bonjour à tous. Je pense que vous connaissez tous les abeilles. Donc on en parle beaucoup dans l'actualité, dans les médias, du déclin des abeilles, des pertes, des mortalités d'abeilles domestiques et du déclin d'autres populations d'espèces d'abeilles sauvages. Alors là, je ne vais pas vous parler de ça, mais je vais vous parler de l'abeille en tant que modèle biologique. Donc l'abeille domestique ici, c'est l'abeille qui a été domestiquée par l'homme depuis des siècles, des millénaires, et qui maintenant c'est celle qui est l'abeille domestique, c'est celle qui a été élevée par les apiculteurs. Et depuis pas mal d'années aussi, c'est un modèle qui a été étudié par les chercheurs pour mieux comprendre sa biologie, enfin les comportements sociaux, la communication chimique. Il y a aussi bien sûr les produits de la ruche qui sont pas mal étudiés, par exemple pour des applications en médecine. Donc ici, je vais vous parler voilà, de ce qu'on en connaît un peu sur l'organisation sociale des abeilles et comment l'environnement va modifier ses futurs comportements, sa destinée, tout ça à travers des mécanismes d'épigénétique. Alors ici, c'est une petite diapositive qui vous montre, quand on ouvre une ruche, voilà ce qu'on trouve. Donc voilà, ici, c'est une face d'un cadre de ruche. Donc vous voyez tout plein d'individus adultes. Dans la ruche, il peut y en avoir 20, 60 000. Donc c'est comme si vous aviez une ville de 20 000 ou 60 000 habitants concentrés dans cette petite boîte ici, qui est la ruche. Au centre, là, vous pouvez voir alors je ne sais pas si vous voyez très bien sur la diapositive, des petites taches blanches. Ce sont ici des larves. Tout autour, vous avez les adultes. Sur la périphérie aussi, vous avez peut-être des taches, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur qui bouge. Non, c'est pas grave. Donc voilà, dessus, vous avez les abeilles adultes, du miel qui est stocké, du pollen, et au centre, vous avez la jeune génération d'abeilles qui est élevée par les adultes. Et pour que tout ça fonctionne très bien, il faut une communication entre ces individus. Donc toute cette colonie est très plastique, leur comportement est très variable et va dépendre de l'expérience sociale et aussi de leur âge. Donc il y a une énorme différence aussi entre deux individus, donc qu'on appelle la reine, et les autres individus qu'on appelle les ouvrières. Donc comme je vous ai dit, les ouvrières, il y en a entre 20 et 60 000 dans la ruche. Et il n'y a par contre qu'une seule reine. Et cette reine, elle est assez particulière, donc elle ne va pas sortir de la ruche. C'est l'unique individu de la ruche qui va pondre des œufs jusqu'à 2000 œufs par jour, et elle va vivre assez longtemps par rapport aux autres, jusqu'à 4 ou 5 ans. Par contre, les autres individus, les ouvrières, c'est elles qui vont faire le reste du travail dans la colonie. Elles vont vivre quelques semaines, quelques mois pendant l'hiver, et même si elles ont des ovaires actifs, elles ne les utilisent pas, et donc elles ne se reproduisent pas. Et donc, on va voir un peu comment en fait, l'épigénétique va jouer un rôle dans la différenciation de ces deux individus. Et aussi, alors, chez les ouvrières, la vie d'une abeille, d'une vie d'ouvrière, elle va évoluer avec l'âge. Donc là, vous avez une petite représentation des différentes tâches que les individus vont effectuer selon leur âge. Donc lorsqu'une abeille va émerger de sa cellule, parce qu'elle va naître à l'état adulte, sur l'image de gauche, dès le début, elle va rester dans la ruche, elle va s'occuper un peu à nettoyer les cellules, puis au bout de 2-3 jours, elle va changer de travail et elle va se mettre à nourrir les jeunes individus, à nourrir les larves. Et lorsqu'elle devient un peu plus âgée, elle va commencer à devenir ce qu'on appelle une butineuse, donc c'est surtout la photo de droite. Donc c'est cette abeille-là que vous voyez dehors sur les fleurs. C'est la même abeille, mais qui, voilà, tout au long de sa vie, elle a effectué différents travaux. Et entre les deux, il y a une partie des ouvrières qui va devenir gardienne, qui vont se poster devant la ruche et qui vont défendre la ruche face à un intrus ou un prédateur. Et donc, on va voir que là aussi, le rôle de ces individus ou l'expérience va avoir un rôle important pour façonner leur comportement.
Donc tout d'abord, je reviens en fait sur la différence qu'il y avait entre l'ouvrière et la reine. Alors il faut savoir que pour obtenir une reine ou une ouvrière, on part d'une même larve, c'est-à-dire que vous avez au milieu là, des petites larves, et cette larve, selon la nourriture qu'elle va recevoir, va soit devenir une ouvrière, soit une reine. Donc simplement à partir de la nourriture, vous allez avoir un individu qui va vivre des années ou un individu qui va vivre quelques semaines. Alors, donc ça, c'est un phénomène qui est très bien connu par les apiculteurs. Donc, lorsque la reine va pondre un œuf, l'œuf va éclore au bout de 3 jours, et pendant les 3 premiers jours de l'état larvaire, donc cette larve va recevoir ce qu'on appelle de la gelée royale. Donc c'est cette substance blanche que vous voyez qui entoure un peu qui est dans la cellule, qui entoure la larve. C'est une substance assez visqueuse qui est blanche, qu'on peut assimiler en fait à du lait maternel. C'est une substance qui est très nutritive et qui va permettre la croissance de la larve. Et cette substance, en fait, elle est sécrétée par des petites ouvrières. Et pour que cette substance soit sécrétée, ces ouvrières, elles ont besoin de manger du pollen. Donc, lorsque vous voyez une abeille qui va dans l'environnement sur une fleur, elle va récolter du pollen, c'est pour par la suite pouvoir sécréter cette gelée royale. Donc, cette larve va recevoir cette gelée royale pendant 3 jours. Puis, certaines larves vont continuer à recevoir cette gelée royale, alors que d'autres vont avoir une diète un peu moins riche, c'est-à-dire que les ouvrières vont mélanger cette gelée royale avec du pollen et du miel. Et celles qui ont reçu uniquement de la gelée royale vont devenir reines. Et celles qui ont reçu ce petit mélange par la suite, qui sont moins nutritives, vont devenir des ouvrières. Alors ça, c'est très connu depuis longtemps, mais c'est que très récemment en fait, qu'on a réussi à expliquer le pourquoi du comment. Donc il faut savoir, on a vu aussi, de par ces exposés précédents, que l'environnement peut modifier votre physiologie. Donc vous allez avoir, par exemple, une élévation de la température, et vous allez avoir une modification ponctuelle en fait, de votre organisme, dont l'organisme va s'adapter, va réagir. Par exemple, vous allez commencer à transpirer pour évaporer, pour vous refroidir l'organisme. Et lorsque la température se radoucit, l'organisme s'arrête de réagir. Par contre, des fois, vous avez des modifications environnementales qui vont perdurer. Donc là, par exemple, vous avez le cas chez les reptiles, par exemple les tortues. Là aussi, on a la température qui va avoir un rôle important. Par exemple, l'œuf de tortue, sa température d'incubation, quand il est dans le sable, va déterminer son sexe à l'émergence. Donc si vous avez une température qui est au-dessus de 29 degrés, l'individu va devenir femelle. Lorsqu'il est en dessous de 29 degrés, il va devenir mâle. Et donc là, vous avez une température qui va avoir un effet durable sur la destinée de l'individu. Et donc, tout ça à travers des mécanismes épigénétiques. Donc les chercheurs se demandaient en fait, est-ce qu'on n'aurait pas le même phénomène? Ça ressemble très fortement au phénomène de différenciation entre de larves ouvrières, entre soit une ouvrière, soit une reine. Et donc pour cela, des travaux ont été menés. Donc on connaît à peu près les gènes qui sont impliqués dans les mécanismes d'épigénétique. Donc les chercheurs sont allés chercher ces gènes. Ils ont dit, bon tiens, voilà, si on inhibe ce gène, si on inhibe les mécanismes d'épigénétique, qu'est-ce qu'on devrait avoir chez la larve? Donc ils ont fait ça. Donc à droite, vous voyez, ils ont empêché le gène de s'exprimer. Ils ont obtenu essentiellement des reines. Lorsqu'on laisse le mécanisme en place, ils ont obtenu essentiellement des ouvrières à gauche. Et donc, tout ça, ça a montré que si on inhibe le phénomène d'épigénétique, on se dirigeait vers une diète le même phénomène de diète très riche, donc vers une destinée de reines. Et donc, il faut assimiler voilà, à gauche, vous avez les deux images de génome. Donc le génome, comme on vous a dit précédemment, c'est comme en fait un livre où vous avez une séquence de lettres. Donc on peut assimiler ça par exemple à un livre de recettes où vous avez tous les ingrédients pour faire soit une reine, en fait. À droite, là vous avez le livre, vous avez tous les ingrédients pour faire une reine. Par contre, si la diète n'est pas adaptée, les pages de ce livre de recettes vont être par exemple tachées, on pourrait dire qu'elles vont être tachées, soit froissées, etc. Et donc ça va empêcher la lecture de certains ingrédients pour faire une reine, et du coup on va se retrouver avec une ouvrière. Et donc c'est le même phénomène, c'est ce phénomène d'épigénétique ici qu'on a pu décrire, qui a été décrit par les chercheurs pour expliquer comment la destinée royale ou pas d'une larve d'ouvrière.
Alors, on a aussi des phénomènes d'épigénétique sur le comportement des abeilles. Alors, ça, ici, par exemple, sur le comportement de défense. Donc, le comportement de défense, il est à la fois déterminé par des facteurs sociaux, mais aussi par des facteurs héréditaires. Alors, comme facteurs sociaux, lorsque vous allez perturber une colonie à l'entrée de la ruche, lorsque le prédateur arrive, ou même lorsque l'apiculteur vient, la ruche va percevoir ça comme une menace et va émettre une phéromone qu'on appelle une phéromone d'alarme. Cette phéromone, lorsqu'elle est perçue par les ouvrières, va les recruter à l'entrée de la ruche. Et donc vous allez voir ce que vous voyez, ce que j'ai fait en fait ça c'est 2 photos prises en fait avant exposition à une phéromone d'alarme et après. Vous voyez qu'il y a un recrutement des ouvrières à l'entrée de la ruche pour pouvoir défendre cette ruche. Alors ce qui est marrant, c'est que cette phéromone d'alarme, elle a la même odeur. On retrouve cette odeur qui est émise par les bananes en fait. Donc en apiculture, c'est très connu. On ne recommande pas de manger de bananes devant une ruche parce que sinon, vous allez avoir une sacrée surprise. Et donc, les apiculteurs se sont aperçus, c'est des observations qui sont émanées du terrain, que lorsqu'on commençait à ouvrir plusieurs fois de suite une ruche, elle devenait de plus en plus agressive. Ce n'est pas comme si elle revenait à un état zéro. Chaque fois, elle garde une certaine agressivité, alors qu'on pourrait s'attendre, voilà, on ouvre la ruche, elle redevient à son état normal. Le lendemain, on va l'ouvrir, elle est toujours agressive, mais comme elle aurait pu être hier. Mais non, elle est encore plus agressive. Donc il y a quelque chose qui s'est passé en fait au niveau de la ruche. On va y revenir. Alors il y a aussi des facteurs héréditaires. Donc certaines sous-espèces d'abeilles sont plus agressives que d'autres. Donc par exemple l'abeille européenne que nous avons ici, elle est agressive, mais sans plus. Enfin, elle n'est pas trop agressive par rapport à d'autres abeilles qu'on appelle l'abeille africanisée. Alors l'abeille africanisée, c'est une abeille hybride donc qui s'est échappée de leur laboratoire au Brésil. Alors il faut savoir qu'au Brésil, ils voulaient faire un peu d'apiculture, produire du miel, mais l'abeille, elle ne vient pas du Brésil, elle vient d'Afrique. Donc et qui s'est propagée un peu après un peu partout à travers le monde. Et donc ils ont importé des abeilles européennes pour faire du miel, mais ils se sont rendus compte que cette abeille européenne, en fait, elle n'est pas très adaptée à cet environnement du Brésil, tropical, un peu chaud. Et donc ils ont importé des abeilles plutôt d'Afrique, de l'Afrique australe, vers l'Afrique du Sud. Mais cette abeille, elle est assez agressive. Donc pour la radoucir, ils ont créé une hybride entre l'abeille européenne et l'abeille d'Afrique du Sud. Le problème, c'est que cette abeille hybride, au lieu d'être moins douce, elle est devenue encore plus agressive. Et le second problème, c'est que quelques reines se sont échappées et maintenant elles sont dans la nature, elles sont même remontées jusqu'au Texas, au sud des États-Unis. Alors il n'y a pas de différence au niveau de la glande de venin, etc. Le venin n'est pas plus puissant, etc. Par contre, elles vous poursuivent plus longtemps et, elles sont plus nombreuses à être recrutées lorsqu'il y a une attaque. Alors, on a essayé d'étudier tout cela pour expliquer pourquoi cette agressivité héréditaire est aussi déclenchée aussi par des phéromones d'alarme. Donc, on s'est aperçu, en fait, quand on expose les abeilles à la phéromone d'alarme, la probabilité qu'elles répondent à une prochaine exposition augmente. Donc, ça se fait. Et on a regardé ça, en fait, au niveau aussi du cerveau des abeilles. Donc, on a disséqué des cerveaux d'abeilles. Ça fait 1 mm3. Et on a regardé, essayé de voir quels sont les gènes qui s'allumaient ou qui s'éteignaient en réponse à une phéromone d'alarme. On ne s'attendait pas forcément que ça bouge beaucoup, mais il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans le cerveau juste après une exposition de 30 secondes à une phéromone d'alarme. Par la suite, on s'est intéressé aux abeilles africanisées et européennes. Donc ça, c'est des travaux qui ont été déjà faits auparavant. Donc ils ont regardé en fait comment l'environnement dans lequel l'abeille allait grandir pouvait façonner leur agressivité. Donc pour cela, ils ont pris une colonie, une ruche d'abeilles européennes, et à l'intérieur, ils ont mélangé les abeilles européennes et les abeilles africanisées. Ils ont fait la même chose, mais à l'inverse, ils ont pris une ruche d'abeilles africanisées et ils ont mélangé les abeilles européennes et africaines. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que dans la ruche européenne, les abeilles africanisées devenaient moins agressives, alors que dans la ruche d'abeilles à prédominance africanisée, des abeilles européennes devenaient plus agressives. Donc l'environnement allait de manière remarquable en fait influencer l'agressivité de ces abeilles.
Et en analysant, pareil, tout leur cerveau, voir ce qui se passait, hein, parce que c'est le cerveau qui régule pour beaucoup le comportement des individus, on s'est aperçu qu'en fait, ces abeilles africanisées, elles avaient le même profil de cerveau, enfin, au niveau des gènes qui sont allumés ou éteints, qu'une abeille qui était exposée à la phéromone d'alarme. Donc en fait, c'est comme si l'abeille africanisée était constamment exposée à la phéromone d'alarme. Alors voilà, c'est comme si voilà, il y a des modifications induites dans le cerveau par la phéromone d'alarme, comme s'ils étaient imprimés par la suite, par des phénomènes épigénétiques, et que l'abeille elle est constamment agressive. Donc ça a été, ces travaux ont été poursuivis toujours en étudiant ce comportement de défense, en mettant des petites abeilles dans des boîtes, et on a introduit une abeille d'une colonie étrangère, et on regarde voilà, combien d'individus sont agressifs envers cet intrus. Et on répète ça plusieurs fois, une fois au bout de 30 minutes, une fois au bout de 60 minutes, et une fois au bout de 2 heures, une autre fois. Alors au début, il y a 30%, vous ne voyez pas ici peut-être, mais 30% des abeilles qui réagissent. Lorsqu'on fait la deuxième exposition, vous voyez, c'est les barres en jaune, au bout de 30 minutes, vous avez encore plus d'abeilles qui réagissent, et ça se stabilise autour de 1 heure, quand on le répète à 1 heure ou 120 minutes. Et donc ça veut dire que quand il y a un système d'alerte, les abeilles perçoivent quelque chose, elles sont par la suite, elles vont avoir une prépondérance à réagir à ce que l'ensemble des individus réagissent de plus en plus. Et donc quand on regarde au niveau du génome de ces abeilles, les chercheurs se sont aperçus qu'il y avait des phénomènes épigénétiques qui sont rentrés en jeu. C'est-à-dire même pas 2 heures, vous avez déjà une modification de l'ADN qui s'opère et qui pourrait expliquer cette modification du comportement qui perdure dans le temps. Et quand on regarde ces modifications de l'ADN qui sont opérées au bout de 2 heures par la phéromone d'alarme ou voilà, par la présence de l'intrus parmi ce groupe, ce sont des modifications épigénétiques qui sont similaires à celles qui ont été rencontrées chez l'abeille africanisée. Donc, tout ça pour vous dire donc, la perception d'un environnement, d'un intrus va opérer de profonds changements dans le cerveau de ces petites abeilles et qui vont perdurer dans le temps. Et tout ça à travers des phénomènes épigénétiques. Alors, on a ces phénomènes épigénétiques aussi peuvent s'opérer aussi à différents niveaux. Là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais je vous parlais tout à l'heure d'abeilles qui, au début de leur vie, qui étaient des nourrices pendant les premières semaines de leur vie, et que lorsqu'elles sont plus âgées, elles vont sortir de la ruche et devenir des butineuses. Là aussi, vous allez avoir le fait qu'elles deviennent des abeilles butineuses, vous avez des phénomènes épigénétiques qui s'opèrent dans leur cerveau. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces phénomènes épigénétiques ne sont pas gravés dans le temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réversibles, ils peuvent être supprimés, et donc l'abeille peut redevenir l'abeille butineuse, ici à droite, peut redevenir une abeille nourrice. Et ça, en fonction des besoins de la colonie. Par exemple, si vous avez un manque d'individus pour élever les larves, la colonie va le percevoir, et les individus butineuses vont arrêter d'être butineuses et vont changer de rôle et revenir en arrière pour devenir des nourrices, et donc s'adapter à leur environnement social. Les phénomènes épigénétiques peuvent aussi apparaître pour expliquer le phénomène de mémorisation, d'apprentissage chez l'abeille. Donc l'abeille, malgré qu'elle a un cerveau de 1 mm3, elle est capable de prouesses au niveau apprentissage et mémorisation, que ce soit d'apprentissage d'odeur, mais aussi d'apprentissage visuel. Par exemple, l'abeille apprend son paysage pour retrouver l'entrée de sa ruche. Et tout ça, on avait un peu du mal à expliquer comment ça se passait. Et récemment, il a été démontré que aussi, lorsque vous entraînez des abeilles à apprendre une odeur de fleurs par exemple, et que vous l'apprenez un jour, et puis vous la retestez le jour suivant, et vous vous apercevez qu'elle a bien mémorisé tout ça. Et cette mémorisation, elle est en partie due à des phénomènes d'épigénétique, donc de modification de physique du génome, donc qui permet de graver un peu dans le temps la mémoire de l'individu. Donc, en résumé, on peut voir que les phénomènes épigénétiques peuvent intervenir à 2 niveaux. Un niveau qui va déterminer en fait la destinée pour la durée de vie de l'individu, la destinée en tant que
reine, donc destinée royale, ou en tant que destinée d'ouvrière. Tout ça uniquement à partir de l'alimentation. Et dans le deuxième temps, vous avez plutôt dans le court terme, enfin relativement dans le court terme, donc pendant la durée de cet individu, des phénomènes épigénétiques qui peuvent se mettre en place simplement au bout de 2 heures, selon l'expérience sociale que l'abeille a expérimentée. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur les abeilles et l'épigénétique. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette très intéressante présentation? Oui, au milieu. Comment une reine peut-elle pondre sans mâle? Sans mâle? Ah oui, alors le système de reproduction est un peu particulier, c'est pas comme chez l'homme en fait. Lorsque les œufs sont fécondés par des mâles, ça devient des femelles, des individus femelles. Lorsque les œufs ne sont pas fécondés, c'est juste le génome de la mère, ça devient des mâles. Alors par contre, donc pour avoir des individus ouvrières, là, les 20 000 à 60 000 ouvrières, vous avez besoin que la reine a besoin d'être fécondée par des mâles. Donc pour ça, juste après sa naissance, les jeunes reines vierges vont s'envoler et s'accoupler avec des mâles et stocker les spermatozoïdes dans un endroit bien particulier qu'on appelle la spermathèque. Elle va stocker ça pendant toute sa vie, et ce qui va lui permettre de produire des œufs fécondés et qui vont devenir des ouvrières. Comment les abeilles elles savent quelle larve va devenir reine? Excusez-moi, je n'ai pas trop bien saisi la question. Comment les abeilles elles savent quelle larve va devenir reine? Ouais, ça c'est une bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas comment elles choisissent laquelle de ces larves va devenir, comment elles choisissent quelle larve va devenir ouvrière ou reine. Ce qu'on sait, c'est que lorsque la colonie est trop populeuse, il n'y a plus de place dans la ruche, il y a trop d'individus, il va y avoir une forme de scission. Donc il y a l'ancienne reine qui va partir de là, fonder une nouvelle colonie, et les ouvrières les jeunes vont décider de transformer, enfin de donner une diète très riche, donc de gelée royale, à certaines larves, une dizaine de larves qui vont devenir des reines. On ne sait pas lesquelles, quels processus sont en jeu. Est-ce que c'est, sûrement c'est un peu du hasard. Hein. Et donc il y a une dizaine de reines qui sont produites. La première qui émerge va tuer les autres. C'est un peu sadique, mais soit il y a plusieurs reines qui ont été émergées ensemble et vont se combattre, et la survivante va être celle qui va rester en place et qui va continuer à développer la nouvelle colonie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. En fait, quand on parle d'épigénétique, il ne faut pas directement voir quelque chose de délétère au bout, mais ça peut être aussi quelque chose de positif et pas que négatif. On est d'accord? Excusez-moi, j'ai du mal avec les masques, tout ça. Oui, je disais, quand on parle d'épigénétisme, c'est pas obligatoirement quelque chose avec une mutation, quelque chose de négatif. On peut avoir quelque chose de... Oui. C'est plutôt, justement, j'ai dit une réflexion, ça peut être également positif comme négatif, cette modification. Oui, alors je ne sais pas dans quel sens vous voyez, mais oui, c'est vrai que dans les présentations précédentes, par exemple l'environnement fœtal, tout ça, voilà, on voyait un effet négatif de l'environnement, enfin, la pollution, voilà. C'est ça. Non, là, c'est aussi l'épigénétique peut entrer dans des phénomènes tout à fait normaux de régulation biologique, hein, comme la détermination du sexe chez les tortues, selon la température. Là, c'est des phénomènes aussi positifs par l'expérience sociale. Donc, qu'une ruche, par exemple, les comportements de défense, que les abeilles gardent en mémoire cette menace, c'est un phénomène d'adaptation évolutive qui est positif pour elles. La différenciation en reine ouvrière, oui, c'est des phénomènes biologiques qui permettent, qui sont propres à leur biologie, qui sont interprétés de manière positive. Après, voilà, on peut avoir des effets négatifs, par exemple, mais ça, chez les abeilles, sûrement que ça existe aussi, les phénomènes de pollution, mais ça, on ne connaît encore pas très bien.
Après, voilà, c'est des insectes qui vivent dans l'environnement qui ont une vie très courte, les ouvrières, donc c'est pas comme chez l'homme, voilà, où les effets négatifs de l'environnement sur l'homme qui vivent plusieurs années, on peut les percevoir dans le temps. Voilà, chez l'abeille domestique qui vit un mois, des phénomènes épigénétiques négatifs seront plus difficiles à détecter, quoi. Oui, c'est pour ça que je trouvais que votre exposé est très intéressant, parce que du coup, il faut sauter de la tête comme quoi l'épigénétisme est obligatoirement quelque chose de négatif. Non. Là, c'est vraiment l'exemple que ça peut être l'inverse. Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est ma réflexion. Je pense qu'on va creuser cette question dans la discussion plus générale qu'on aura après dans un dernier temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions plus sur les abeilles, justement. Alors, ici. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs reines dans une ruche? Non, il n'y en a qu'une seule. Enfin, d'une reine fécondée qui pond des œufs, il n'y en a qu'une seule. Pour ma part, je n'ai pas très bien compris comment une ouvrière redevient une nourrice. Par quel... Alors oui, c'est le même individu, l'individu que vous voyez sur les fleurs. Dans sa jeunesse, elle est restée à l'intérieur de la ruche, s'occuper des larves. Lorsqu'elle est butineuse, donc c'est la fin de vie, mais par des phénomènes, selon les besoins de la colonie, par exemple, il n'y a pas assez d'ouvrières pour s'occuper des larves, pour s'occuper de l'intérieur. Certes, on ne sait pas trop comment l'expliquer, mais ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un recrutement des ouvrières, des butineuses, pour changer de rôle, redevenir en arrière et devenir nourrices. Et il y a des phénomènes d'épigénétique qui sont impliqués dans le lieu. Après, on sait que tout ça, c'est de la communication chimique. C'est des effets de seuil. Lorsque vous dépassez un seuil, vous devenez butineuse. Lorsque vous êtes en dessous de ce seuil, vous restez nourrice. Excusez-moi, c'est une question de concentration des phéromones dans la ruche ou c'est au niveau individuel que ça se passe? Oui, il peut y avoir des concentrations phénomènes de concentration, oui. Alors, par exemple, les larves produisent des phéromones. Ces phéromones incitent les ouvrières, lorsqu'elles sont en quantité importante, à rester dans la ruche, disant, voilà, il y a beaucoup de larves. J'interprète de manière un peu anthropomorphique, mais s'il y a beaucoup de phéromones, ça veut dire qu'il y a beaucoup de larves, donc ça veut dire qu'il faut rester dans la ruche pour s'occuper de ces larves. S'il y en a moins, on est en dessous de ce seuil, voilà, et les ouvrières, ok, c'est bon, il y a assez de monde, on peut aller chercher de la nourriture à l'extérieur. Merci. Pouvez-vous nous parler de l'épigénétique et du varroa? Oui, varroa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prédateur, enfin parasite majeur de l'abeille domestique. Si les apiculteurs traitent les ruches pour empêcher le développement de ce parasite, et si ce parasite n'est pas contrôlé, ça entraîne la mort des colonies en une ou deux saisons d'apiculture. Non, on connaît, dans la littérature, il n'y a pas d'évidence comme quoi le varroa altère des abeilles au niveau épigénétique. On sait plus ou moins comment il affecte les abeilles, mais il n'y a pas de phénomène d'épigénétique qui ont été décrits là-dedans. On sait qu'il transmet des virus en se nourrissant sur les abeilles. Il transmet des virus, et ces virus vont induire des déformations chez les abeilles et aussi réduire leur durée de vie. Ce qui fait que s'il y a beaucoup d'abeilles qui sont affectées, la colonie peut en dépérir. Mais on n'a pas de phénomène d'épigénétique qui rentre en jeu ici. Oui, encore une question peut-être? Comment les abeilles développent leur système d'alarme? Le système d'alarme? La phéromone d'alarme, vous voulez dire? Oui, bonne question. La phéromone d'alarme, en fait, elles ont une petite glande à côté du dard. Et lorsqu'elles perçoivent une menace, elles vont lever leur abdomen et elles vont ouvrir leur glande et relarguer dans l'air cette phéromone.
C'est des composés très très volatiles qui vont se disperser très facilement dans l'air pour que le plus d'individus possible puissent les percevoir. Donc une fois que c'est capté par les petites antennes des abeilles, elles vont réagir et hop, aller à l'entrée de la ruche, voir ce qui se passe et quelle est la menace pour la colonie. Oui, une autre question. Est-ce que c'est possible de changer l'alimentation d'une abeille ouvrière pour qu'elle devienne reine? Oui, donc ce que je disais, c'est que c'est l'alimentation qui va déterminer si l'abeille devient reine ou ouvrière. Et les apiculteurs, ils savent très bien comment faire pour élever une reine. Il suffit, ils savent faire ça de manière artificielle. Ils leur donnent de la gelée royale. Ils prélèvent une petite larve, ils la mettent dans une petite cellule. Ils leur donnent de la gelée royale constamment. Ils ne changent pas la diète. Et donc, il va avoir une reine. Par contre, si on dilue un peu cette gelée royale, si on ajoute un mélange un peu avec du pollen ou d'autres sources de protéines, on est capable aussi en laboratoire d'élever des ouvrières des larves en ouvrières. Donc c'est vraiment la diète. Si on dilue un peu cette diète de gelée royale, on obtient une ouvrière. Si on la laisse enrichie, on obtient une reine. Et est-ce que la question, je ne sais pas si la question concernait aussi, ça, il y a une fenêtre donnée dans la vie de la larve, ça ne peut pas arriver à n'importe quel moment. Oui, exactement. Donc la fenêtre est très courte, c'est sur 3 jours. Donc si vous passez ce délai de 3 jours, que vous changez la diète ou pas, c'est terminé. Il y aura plus les changements ne pourront plus s'opérer. Donc c'est vraiment cette fenêtre de 3 jours qui est importante. Merci. Oui, peut-être une dernière question, puis après on va passer à la discussion générale. Ouais, j'ai l'impression que pour produire une reine, ça marche dans 100% des cas, cette histoire de diète. Et vous disiez, quand on expose des abeilles européennes à des abeilles africanisées, il y en a 60% qui deviennent agressives. Qu'est-ce qui fait que ce phénomène épigénétique n'affecte pas 100% des abeilles, alors qu'il y a d'autres phénomènes qui affectent 100% des abeilles? Oui. Alors, ce n'était pas des abeilles africanisées, je suis mal expliqué, mais oui, c'était dans la petite boîte, là, où on mettait des abeilles européennes, ou des abeilles. On introduisait un individu étranger, abeille, et il y a 30% qui réagissent au premier coup, puis 60% au deuxième coup. Alors, pourquoi pas 100% bonne question, on ne sait pas trop non plus y répondre. Il y a toujours de la variabilité en biologie, ça va peut-être aussi dépendre de l'âge de l'abeille, de son expérience précédente. C'est très compliqué, oui, on n'a jamais 100%, il y a toujours une certaine variabilité dès le départ qui fait que certaines abeilles réagissent d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais voilà, on ne sait pas l'expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la discussion générale où on va essayer de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit. Et donc pour ça, je vais demander au professeur Patrice Debré et au professeur Régis Ancard de nous rejoindre sur scène. Le professeur Patrice Debré est professeur émérite d'immunologie à Sorbonne Université et membre de l'Académie de médecine. Et le professeur Régis Ancard est professeur de pédiatrie à l'Université de Tours.